Alors voyons maintenant dans un autre domaine ce que les économistes ont dit à propos des préoccupations écologiques et quelle est la réflexion des économistes à ce niveau-là. Alors les principaux concepts économiques qui sont disponibles pour réfléchir à ces problèmes, évidemment, il ne s'agit pas que de problèmes de nature économique, mais l'économique est à l'origine des problèmes, et donc il va falloir qu'on arrive à le penser aussi, à les penser ces problèmes de manière totalement économique. Alors le premier auteur, j'en faisais référence tout à l'heure, c'est Alfred Marshall avec son fameux concept d'externalité. Je vous rappelle ce qu'est une externalité. Tout simplement, c'est quand l'action d'un agent économique peut affecter la satisfaction d'autres agents économiques sans que le système de prix ne prenne en compte ses conséquences sur l'ensemble des agents. Qu'est-ce que ça veut dire en clair ? Ça veut dire que moi, en tant qu'agent économique, je fais quelque chose et mon action va apporter du mal-être ou du bien-être, et c'est la notion d'externalité négative et positive, à d'autres agents économiques, mais la manière dont le prix va se fixer, finalement, ne va pas tenir compte de ses effets positifs ou de ses effets négatifs sur les autres agents. Alors, donc, comme je vous le disais, il y a des externalités positives et des externalités négatives. Alors, une externalité positive, par exemple, je fais de la recherche fondamentale et je découvre un nouveau principe scientifique qui n'est pas brevetable et donc qui va pouvoir profiter à tous les autres agents. Et en ce sens, effectivement, ça a beaucoup d'externalités positives. Ou quand j'éduque une population, je suis l'État et je fais accéder ma population à un très bon niveau d'éducation, et donc ça va avoir des externalités positives, non seulement sur la qualité des individus, mais aussi sur la qualité du système productif, parce que les entreprises vont avoir accès à une main-d'œuvre très bien formée et beaucoup plus productive. Donc voilà l'idée d'externalité positive. L'externalité négative, évidemment, est illustrée par le phénomène de la pollution, puisque une usine qui émet des polluants, par exemple, ou de mauvaises odeurs par ses cheminées, va gêner, déranger toutes les personnes qui habitent à proximité. Et évidemment, tant que quelqu'un ne sera pas intervenu pour faire cesser cela, ce n'est pas pour cela que le prix des produits fabriqués par cette usine va varier. Donc on est bien dans le cas où un comportement négatif pour la communauté ne va pas engendrer de différence au niveau du prix. Autrement dit, il va y avoir la gêne, dans le cas d'une pollution, va être à la charge de la collectivité et le profit va rester entre les mains de l'intérêt privé, de l'entreprise dans ce cas-là. Donc externalité positive et externalité négative. On pourrait considérer aussi un troisième cas de figure où les externalités, elles sont mixtes en quelque sorte, elles se renforcent. Donc c'est du jeu gagnant-gagnant dans la théorie des jeux, si vous voulez. Par exemple, un apiculteur et un verger, un arboriculteur, celui qui cultive le verger, l'apiculteur, lui, il est content de l'arboriculteur parce que ça va nourrir ses abeilles et donc il va avoir plus et du meilleur miel. Et en même temps, la pollinisation qui va être faite par les abeilles va permettre effectivement à l'arboriculteur d'avoir des fruits. Donc on le voit là, ce sont des externalités qui sont réciproques en quelque sorte. Donc c'est un troisième type qu'il faut distinguer des deux autres types. Alors les dégâts écologiques sont un cas d'externalité négative, évidemment. Alors derrière cette théorie assez nouvelle quand même d'Alfred Marshall, qui est un économiste d'ailleurs néoclassique, qui est très intéressant, à qui on doit le concept d'économie d'échelle, de rendement croissant, etc. Donc qui est un économiste très 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 important dans la théorie. Il y a un autre économiste qui va reprendre le flambeau en quelque sorte, qui va continuer certains aspects du travail de Marshall, qui s'appelle Cécile Pigou, et qui va être le père d'un courant de pensée qu'on appelle la théorie ou l'économie du bien-être. Donc, il est continuateur des idées de Marshall qui ont été développées dans les années 20. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit Pigou ? Il nous dit que pour arriver à un optimum économique, c'est-à-dire
à la satisfaction maximale de l'ensemble des agents économiques, c'est-à-dire des producteurs et des consommateurs, pour faire simple, eh bien, il est nécessaire parfois de corriger le système de prix qui est élaboré par les mécanismes de marché, par les mécanismes de l'offre et de la demande, donc de corriger ces systèmes de prix par des taxes ou par des subventions, la taxe étant une subvention négative, si vous voulez, ce qui va avoir pour effet d'internaliser les effets collectifs d'une décision privée. Donc il dit, voilà, les mécanismes de marché ne peuvent suffire, comme l'avait montré Alfred Marshall avec le concept d'externalité, et donc il va falloir qu'il y ait une intervention avec des mécanismes soit de taxes, soit de subventions pour corriger le système de prix simplement né de la confrontation de l'offre et de la demande. En fait, qu'est-ce qu'il a fait Pigou ? Eh bien, il a inventé un concept qui est plus populaire pour nous, si vous voulez, plus classique, qui est le principe du pollueur-payeur. Et là, les mécanismes de marché sont optimisés en fait par l'intervention de l'État qui dit attention, ces effets négatifs, eh bien, celui qui les produit, il doit en financer le coût pour la collectivité. Le troisième auteur à avoir développé une réflexion spécifique qui peut nous servir sur notre problème de développement durable, c'est Hotelling, qui a travaillé, lui, sur le prix des ressources non renouvelables. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit que les ressources non renouvelables, comme le pétrole, là, par exemple, doivent avoir un prix en fonction de leur rareté grandissante et non en fonction de leur coût de production. Le pétrole, le prix, pendant très longtemps, a été déterminé par le fait que, pour extraire un litre de pétrole du sous-sol, il fallait tant, et que, évidemment, ça a conduit à une augmentation de son prix, puisque si au départ, le pétrole était très abondant, pratiquement à fleur de sable, en Arabie Saoudite, aujourd'hui, on va le chercher dans des grandes profondeurs. Alors, même si, technologiquement, il y a eu des grands progrès, et que le coût, finalement, de cette extraction diminue avec le progrès technologique, évidemment, c'est beaucoup plus coûteux que le pétrole à faible profondeur en Arabie Saoudite. Et donc, en conséquence, cela peut expliquer pourquoi le prix du pétrole a augmenté. Et Hotelling nous dit, mais normalement, c'est pas comme ça que ça devrait se passer. Le prix du pétrole devrait en permanence augmenter depuis qu'on l'a exploité. Pourquoi ? Parce que le pétrole est une ressource non renouvelable, et donc cette ressource va être de plus en plus rare. Alors, mettons une petite parenthèse. Elle est de plus en plus rare à partir du moment où on a identifié tout le stock de pétrole, ce qui n'est pas le cas. Et quand je parle de stock de pétrole, le stock que l'on considère à un moment donné comme exploitable. Le pétrole qui était contenu dans les sables canadiens, par exemple, donc il fallait ce qu'on appelle les schistes bitumineux. Et il fallait donc un procédé chimique pour pouvoir extraire le pétrole des sables, donc on ne maîtrisait pas. Évidemment que ça, s'était pas identifié pendant très longtemps comme un stock de pétrole. Ça l'est aujourd'hui parce qu'on maîtrise la technologie. Donc de la même manière pour le pétrole à grande profondeur. Donc on peut considérer que le pétrole, de toute façon, à partir du moment où on a identifié les principales ressources, eh bien, plus on en consomme, moins il y en a. Et donc, il devrait y avoir un prix qui est croissant en fonction de la consommation, ce qui n'est pas toujours le cas, puisque en dehors, effectivement, des chocs pétroliers, eh bien, on s'aperçoit que le prix du pétrole redescend des fois à des niveaux très inférieurs à ce qu'il était 20 ans plus tôt. Alors, si ça se passait de cette manière-là, c'est-à-dire si le prix du pétrole augmentait en fonction du fait que ces stocks diminuaient réellement, eh bien, évidemment, cela provoquerait l'apparition d'une rente, entendez par là un surprofit, comme on parle de rente de monopole, pour les producteurs, puisque eux, leur coût d'exploitation, ils ne changeraient pas, en fait, mais ils vendraient leurs ressources plus chères. Alors, quel serait l'intérêt de cette rente ? Et ça fait partie, effectivement, des choses intéressantes que nous dit Hotelling. Eh bien, ces rentes, elles pourraient être réinvesties, soit dans des nouvelles technologies, des produits de substitution, soit dans l'exploitation de nouvelles ressources pétrolières. Et ça pourrait compenser le manque à gagner de la baisse de la demande. Pourquoi ? Parce qu'évidemment, même si c'est une matière première et qu'il y a une grande dépendance par rapport à cette matière première qui est
qui est le pétrole. Il y a quand même un certain nombre de ces usages qui sont substituables. Pensez par exemple à la fibre de l'industrie pétrolière, la fibre nylon pour faire du textile. Eh bien, si le pétrole était trop cher, on repartirait sur de la fibre naturelle qui, du coup, deviendrait beaucoup plus intéressante. Donc, on peut considérer que l'augmentation du prix du pétrole, qui devrait avoir lieu en permanence puisque on attente au stock d'une énergie non renouvelable, eh bien, devrait entraîner une baisse de la demande consécutive, c'est un mécanisme classique, à l'augmentation du prix de vente. Et donc, évidemment, s'il y avait une augmentation de la demande sans augmentation du prix, ce serait un manque à gagner pour les producteurs. Et donc, effectivement, la rente qui consiste à augmenter le prix alors que la demande diminue, eh bien, permet plus que de compenser la baisse de cette demande. Et puis, ça aurait un intérêt, eh bien, précisément, de déprimer la demande, donc de diminuer finalement la consommation de cette ressource non renouvelable, et donc de permettre au stock de durer plus longtemps et d'être plus longtemps disponible pour l'humanité. Donc un grand bienfait, effectivement, de ce mécanisme de détermination du prix. Donc, hormis la rente, le principe du surprofit, eh bien, ce mécanisme respecterait, grosso modo, les règles du marché, ce que ne permet pas, si vous voulez, le principe qui a été émis par Pigou, qu'on a vu précédemment, puisqu'il s'agit de mettre en place des taxes et des subventions, et donc ça ne respecte pas les règles du marché, parce que l'intervention publique a pour objet de modifier en quelque sorte la formation des prix. Là, hormis la rente, eh bien, effectivement, les règles du marché sont respectées.